Bonjour à tous, bienvenue dans Sika Market. C'est avec une joie renouvelée que nous vous retrouvons pour décortiquer l'actualité et les performances des sociétés cotées sur la BRVM. Au sommaire de cet épisode, nous aborderons dans notre première rubrique Allo Sika la notion de fonds commun de placement. Nous poursuivrons avec notre seconde rubrique Tour du marché avec les performances significatives de la BRVM au cours du mois de juillet avant d'aborder les perspectives pour le mois d'août. Nous terminerons notre émission avec la rubrique Meeting with, au cours de laquelle nous nous entretiendrons aujourd'hui avec Eliane Alangba, directrice générale de BOA Capital Securities. Place maintenant à la rubrique Allo Sika. Pour notre rubrique Allo Sika, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Ahmed Diallo, responsable recherche et analyse à Sika Finance. Bonjour Monsieur Diallo. Bonjour Madame Tetega. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien chez vous. Ça va bien aussi. Nous sommes ravis de vous accueillir pour notre émission. Et pour cette rubrique qui est destinée aux débutants, nous allons avec vous essayer de comprendre la notion de fonds commun de placement. Qu'est-ce qu'un fonds commun de placement de façon très simple? Ok. Un fonds commun de placement est un pot commun dans lequel plusieurs personnes mettent leur argent ensemble dans le but d'investir à la bourse. Et cet investissement est confié à un professionnel du marché financier qui est appelé gestionnaire de portefeuille ou quasiment gestionnaire de fonds. Est-ce qu'on pourrait dire qu'un fonds commun de placement, c'est une sorte de tontine rémunérée? Effectivement. Mais c'est comme si plusieurs personnes mettent de l'argent ensemble, c'est-à-dire cotisent, et ensuite confient cet argent à un professionnel du marché financier, mais qui va ensuite prendre cet argent dans le but d'investir, mais surtout des actions ou quasiment des obligations. On peut aussi combiner les deux, actions et obligations, qui est aussi appelé un fonds diversifié. Est-ce qu'à la différence quand même d'une tontine, dans le fonds commun de placement, chacun est compté pour la part en fait qu'il investit? Par exemple, je veux dire que si moi je mets 1 million dans un fonds commun de placement et que quelqu'un d'autre met 100 000, c'est ces montants de départ-là qui seront fructifiés par le gestionnaire. C'est bien ça? Effectivement, très très bien résumé, madame. Est-ce que finalement la composition d'un fonds commun de placement va définir le niveau de risque auquel on s'expose? Oui, madame Tetega. La composition va déterminer le niveau du risque auquel on s'expose. Étant donné qu'un fonds commun de placement action est beaucoup plus risqué que surtout un fonds commun de placement diversifié, mais qui combine actions et également obligations, qui est lui-même plus risqué que surtout un fonds commun de placement obligataire. Donc, on va recommander à toutes les personnes qui souhaitent investir dans les fonds communs de placement de se rapprocher d'une société de gestion d'OPC afin que leur profil investisseur puisse être établi et choisir le meilleur fonds commun de placement pour débuter leur aventure à la bourse. Nous vous invitons également à aller sur le site Sika Finance dans l'onglet Bourse et marché. Vous retrouverez la liste des fonds communs de placement disponibles sur notre marché. Place maintenant à la rubrique Tour du marché. Pour notre rubrique Tour du marché, nous sommes toujours en compagnie de Ahmed Diallo, responsable recherche et analyse à Sika Finance. Monsieur Diallo, comment le marché s'est comporté au cours du mois de juillet? Ok, d'accord. En se référant à l'indice du marché, à l'indice principal du marché financier, donc le BRVM Composite. Le BRVM Composite, nous nous rendons compte que le marché a enregistré une légère correction de moins de 0,4%. Cette correction est principalement due au paiement des dividendes de la plupart des entreprises cotées à la BRVM. Donc le paiement de dividendes entraîne la baisse du cours de l'action? Effectivement, étant donné que le dividende est détaché du prix de l'action. Par contre, le Sika Total Return termine en hausse. Effectivement. Est-ce qu'on peut rappeler à nos auditeurs qu'est-ce que le Sika Total Return? Le Sika Total Return est un indice créé par Sika Finance, mais qui intègre la performance du marché plus les dividendes des entreprises cotées à la BRVM. Et donc, le Sika Total Return termine à 0,9%. De façon détaillée, quelles sont les meilleures performances que le marché a connues au cours du mois de juillet? Ok. En regardant quelles sont les actions qui font partie du top 3? Okay. Les plus fortes performances du mois de juillet, nous avons 3 entreprises, mais qui caracolent en tête. Nous avons Unilever Côte d'Ivoire,
mais qui enregistre une croissance de 166%. Ensuite, Filtisac est terminé. Nous avons pour terminer Allios Finance. Unilever Côte d'Ivoire qui faisait partie du top sur le premier semestre. Quels sont les éléments susceptibles d'expliquer cette embellie du titre? OK. En revenant également sur la plateforme de Sika Finance, on vient là choisir une valeur. Ensuite, Unilever Côte d'Ivoire, la partie graphique. Pour les personnes qui sont clients premium, ils ont la possibilité de cliquer sur Actualité. Quand nous cliquons sur Actualité, quand on clique ici, nous nous rendons compte que la forte croissance de l'action Unilever débute juste après l'annonce du rachat d'Unilever par le groupe Carré d'Or. Donc le groupe Carré d'Or qui est leader dans le secteur agroalimentaire ici en Côte d'Ivoire. Mais nous sommes en avril 2025 quand nous avons cette nouvelle. On peut se dire qu'on a une euphorie qui suit l'annonce dans les 2-3 mois, mais nous sommes en juillet et l'action demeure toujours en tête. Exactement, bien vu, Madame Tétégan. Quand on regarde également sur la partie société, d'un point de vue fondamental, durant ce mois de juillet et également au cours de l'année 2025, Unilever n'a publié aucun résultat annuel. Elle fait partie des rares entreprises cotées qui n'a pas encore publié, mais son résultat 2024. En plus, aucune annonce n'a été faite concernant les résultats trimestriels de 2025. Et durant quasiment ces 13 dernières années, Unilever n'a enregistré seulement que 2 résultats bénéficiaires. Donc là, ça soulève des questions. Et quand on regarde aussi au niveau de la liquidité de titres, c'est une entreprise qui n'est pas vraiment liquide. Combien de titres échangés à peu près de janvier à maintenant? Depuis quasiment le début de l'année, nous avons approximativement environ 1000 titres qui ont été échangés sur l'action, alors que la capitalisation boursière de l'action est passée d'environ 60 milliards au début de l'année à aujourd'hui 483 milliards de francs CFA. Et comment vous pouvez nous expliquer simplement la capitalisation boursière? La capitalisation boursière se calcule en multipliant le prix de l'action par le nombre de titres. Donc, en multipliant le nombre d'actions et le nombre de titres total de la société Unilever, qui a à peu près de 9 183 400 par le prix de l'action, on trouve 400 milliards, alors qu'en début d'année, nous étions à peu près à quel niveau? Autour de 60 milliards. Donc, ça fait vraiment une évolution très importante. Très importante pour un nombre de titres qui n'est pas vraiment élevé. Pour faire plus simple, on peut dire aujourd'hui que Unilever Côte d'Ivoire, mais qui vaut 483 milliards de francs CFA, est plus cher que quasiment le groupe Ecobank qui est implanté dans les 33 pays à la fois. Donc, c'est sûr que comparer un groupe qui est implanté dans 33 pays et Unilever qui est seulement en Côte d'Ivoire, mais qui fait en termes de valorisation un montant plus important, cela suscite quand même des interrogations. Effectivement. Et d'ailleurs, on note qu'au cours de ce début du mois d'août, la BAVM avait sorti un communiqué mentionnant la suspension à la cote du titre Unilever Côte d'Ivoire. Nous pourrons certainement en dire plus à toutes les personnes qui nous suivent dans nos prochaines éditions. À la suite d'Unilever Côte d'Ivoire, on retrouve l'action Filtisac. Exactement, Filtisac. Pareil. Filtisac. Filtisac a enregistré au cours de ce mois la deuxième plus forte performance du marché. Et cela est principalement dû à la baisse du cours de l'action. Il est à noter que durant le mois de juin, c'est-à-dire le mois dernier, Filtisac a enregistré une baisse de moins 31,27%, ce qui était la plus forte baisse enregistrée par le titre depuis quasiment un an. Et durant le mois de juin, mais les investisseurs ont commencé à revenir sur l'action, propulsant le cours de l'action aux alentours de 5 000. Il est également bien de noter que jusqu'à présent, la société Filtisac n'a pas encore distribué ses dividendes. La date du paiement des dividendes, vous pouvez venir cliquer sur la partie événements est fixée à la fin du mois de septembre. Ce qui pourrait continuer à susciter l'intérêt du titre par certains investisseurs. Et à la troisième place de notre classement, nous avons Allios Finance. Allios Finance qui s'est vraiment
démarqués. Aldos Finance, ex-Safka, donc ex-Safka, qui a enregistré également une très belle performance ce mois. Il est possible de le voir toujours sur la courbe. Voilà. Il a enregistré une performance de 17,65%. Mais cette belle performance est surtout due au bon résultat de l'entreprise. À l'Assemblée générale, il y a le management qui a su rassurer les investisseurs concernant les perspectives de l'entreprise. Et à part les top 3, le marché a aussi connu au cours du mois de juillet un flop 3. Quelles sont les actions qui constituent ce flop 3 au cours du mois de juillet? Le flop 3 est constitué de trois entreprises. ITI, le groupe EcoBank, qui a enregistré une moins-value de moins 11%. Ça veut dire, mais le coût de l'action a surtout oscillé entre surtout 17 francs et 15 francs. Ensuite, nous avons la valeur CIE et pour terminer, la valeur SAPH. Ces deux entreprises ont enregistré le paiement de leurs dividendes. Donc, effectivement, comme vous l'avez expliqué, le détachement du dividende du cours de l'action va entraîner automatiquement une baisse du cours de l'action des sociétés. Et pour ce mois d'août, à quoi devraient s'attendre les investisseurs sur la BRVM, M. Diallo? OK, en venant sur la plateforme SICA Finance, à travers l'analyse de saisonnalité qui nous permet de savoir à quel moment le marché est baissier ou haussier historiquement. À titre d'exemple, nous pouvons prendre le mois de décembre. Nous nous rendons compte que historiquement, ces 10 dernières années, le mois de décembre est toujours haussier. Par rapport à votre question, lorsqu'on regarde le mois d'août, on observe simplement que le mois d'août est baissier. Et en finance, on a l'habitude de dire, lorsque nous sommes dans une tendance baissière, cela permet aussi de créer des opportunités pour les investisseurs. Donc, durant ce mois d'août, bien que le marché risque d'être baissier, certaines actions risquent de flirter à leur plus bas niveau. C'est ce qui pourrait permettre d'avoir de bonnes opportunités d'entrée pour les investisseurs. Merci, M. Diallo. Je vous en prie. Le mois d'août pourrait peut-être pour vous être le bon mois pour investir à la bourse, pour débuter votre aventure à la bourse. Formez-vous, cherchez à comprendre le fonctionnement de la bourse et passez à l'action. Place maintenant à la rubrique Meeting WIF. Pour notre rubrique Meeting WIF, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Eliane Alongba, directrice générale de BOA Capital Securities. Bonjour Madame Alongba. Bonjour Maëva. Comment allez-vous? Bien, merci. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cet épisode de SICA Market. Et à l'entame de notre échange, on est tenté de vous poser une question sur la position de la Côte d'Ivoire sur la liste grise du groupe d'action financière GAFI. On sait que cet emplacement signifie que la Côte d'Ivoire présente des lacunes en termes de lutte contre le blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Comment cette situation impacte votre activité, notamment au niveau des procédures KYC? Merci Maëva. Le fait que la Côte d'Ivoire soit inscrite sur la liste du GAFI nous a obligés à revoir nos procédures de Know Your Customer, KYC, c'est-à-dire de connaissance du client. Nous avons dû revoir la façon d'approcher nos clients, de rentrer en relation avec eux. Et cela nous oblige à être très attentifs à des notions comme le bénéficiaire effectif quand il s'agit de personnes morales ou des questions d'origine des fonds de façon générale ou encore de profil de risque. Ce changement nous oblige aussi à renforcer nos relations avec le régulateur et la CENTIF, qui est la cellule nationale qui s'occupe des transactions financières et qui est vigilante aussi sur ces questions de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Un troisième impact que cette évolution a eu pour nous, c'est de nous obliger à investir dans des outils de compliance de plus en plus performants qui nous permettront de détecter des opérations suspectes dans des délais très rapides. Et enfin, le fait d'être inscrit sur la liste du GAFI pour la Côte d'Ivoire a un impact réputationnel pour nous, puisque nous avons des contreparties qui sont de plus en plus vigilantes. L'autre effet quand même qui peut être positif pour nous, c'est que lorsque nous réussirons à montrer de la rigueur dans l'application de ce dispositif, nous pourrons renforcer notre crédibilité vis-à-vis de ces contreparties.
Très bien. Une autre actualité, le dépositaire central, Banque de règlement, a récemment annoncé le passage du cycle de règlement des transactions boursières de J+3 à J+2 d'ici la fin de l'année 2025. Quel impact concret cette réforme aura pour les sociétés de bourse comme la vôtre et surtout pour les investisseurs? Alors, c'est déjà une très bonne nouvelle pour nous parce que c'est un point pour lequel nous militons depuis plusieurs années. D'abord parce que le fait de passer de J+3 à J+2 permet de réduire les délais de règlement livraison, le délai entre l'exécution et le dénouement de la transaction, ce qui permet de mettre les capitaux plus rapidement à disposition des investisseurs. Pour nous, les SGI, ça nous demande aussi de nous mettre à niveau parce que les choses vont aller beaucoup plus rapidement. Nous devons investir dans des outils digitaux qui vont nous permettre de fiabiliser les transactions. Nous devons former nos équipes pour qu'elles soient très rapides et qu'elles puissent travailler dans un environnement sécurisé et éviter les erreurs. On parle justement d'outils digitaux. On sait que vous êtes la première société de gestion et d'intermédiation de la zone UEMOA à avoir lancé le service de bourse en ligne en 2020. 5 ans plus tard, quel bilan faites-vous de l'introduction de ce service sur l'activité de la BRVM et particulièrement sur votre activité? Alors, le fait d'avoir été les premiers à mettre en place la plateforme de bourse en ligne a été un atout pour nous. Déjà parce que cette évolution nous a permis de capter les investisseurs qui étaient adeptes de technologie et qui souhaitaient accéder au marché de façon autonome. Je pense particulièrement aux jeunes, je pense aux personnes de la diaspora, je pense aux personnes qui ne pouvaient pas tout le temps se déplacer pour passer des ordres. Bien sûr, ça a eu un impact sur notre volumétrie. Grâce à la bourse en ligne, nous avons plus de transactions qui sont exécutées par nos clients. Aujourd'hui, 50% de notre volume est exécuté par la clientèle, par la bourse en ligne. Et nous avons 30% de notre clientèle qui est connectée à la bourse en ligne. Donc, c'est un taux qu'on continue de faire évoluer, mais c'est déjà un taux très significatif. Bien sûr, ce qui se passe chez nous a impacté le marché de façon générale, puisque toutes les sociétés ont désormais leur accès de bourse en ligne et on peut observer une augmentation des volumes sur la bourse et aussi une plus grande liquidité, puisqu'on a de plus en plus d'investisseurs et qu'il y a une certaine autonomie dans la gestion de leurs transactions. Pour BOA Capital Securities, c'est quoi les prochaines étapes? Alors déjà, dans la suite de cette évolution digitale qu'est la bourse en ligne, nous avons mis en place le chatbot qui permet à nos clients d'accéder à de l'information de marché et à leur relevé en ligne. Et nos prochaines étapes seront surtout de continuer à travailler dans cette direction de digitalisation, renforcer notre identité digitale avec des outils d'approvisionnement de nos comptes plus faciles, plus instantanés. Et nous espérons pouvoir y passer avant la fin de l'année. Merci Madame Alongba. Merci Maëva. Sika Market referme ses portes pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien.